Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Depuis que je fais cette série de vidéos sur l'indépendance, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de nos chefs souverainistes. Et j'ai eu la surprise de découvrir deux choses vraiment étonnantes. La première, c'est que la plupart ignorent des choses qui sont parfaitement évidentes à n'importe quel géopoliticien. La deuxième, c'est le fait que la plupart d'entre eux pensent en envers et d'une façon presque systématique. Si c'est comme ça, c'est pas parce que c'est des gens stupides, c'est des gens avec un très haut quotient intellectuel. C'est parce qu'ils ont été avalés par le système. C'est parce qu'ils sont entourés de fédéralistes avec lesquels ils discutent constamment, avec lesquels ils vont souvent manger, ce qui fait que sans s'en rendre compte, ils ont repris la plupart de leurs arguments perdants. Le premier ministre libéral actuel, Philippe Couillard, nous a donné récemment un bel exemple de cette façon de penser quand il nous a dit que, comme les Albertains nous enrichissent généreusement avec leur pétrole, les Québécois devaient faire leur part et les laisser traverser librement leur territoire et gratuitement. Ben non, c'est pas de l'argent qui nous est donné généreusement par les Albertains, c'est de l'argent qu'ils nous doivent, étant donné qu'ils nous font courir des risques avec leurs pipelines et leurs trains pleins de pétrole qui peut exploser. Cette façon de raisonner de travers a fini par tout contaminer au Québec. Quand les chefs souverainistes eux-mêmes disent que les Québécois ne veulent pas d'un troisième référendum, ils ne font que reprendre l'argument de nos adversaires. Ben oui, évidemment, si même les chefs souverainistes déclarent une chose pareille, c'est certain que les sondages vont dire qu'ils ont raison. C'est encore la même chose quand les chefs souverainistes insultent les militants qui les font élire en disant que c'est des pressés. Tout ça parce que des souverainistes veulent faire la souveraineté avant l'an 3000. Nos chefs pensent également de travers quand ils nous disent qu'ils doivent absolument se faire élire avant de faire la souveraineté. Ils passent donc des années dans l'opposition en évitant comme la peste de parler de souveraineté parce qu'il faut critiquer le gouvernement, il faut le battre. Et quand arrive l'élection, ils font encore la même chose. Ils nous disent, non, une élection, c'est une élection. Un référendum puis l'indépendance, ça vient après. Pourtant, dès le soir d'élection, ils nous disent, vous voyez, on vient d'assister à une élection référendaire et la souveraineté a encore perdu. Ben non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il faut faire et c'est pas comme ça qu'il faut penser. Quand on est un vrai souverainiste, on fait la promotion d'une idée emballante comme la souveraineté continuellement. Et si on travaille très bien, on est élu, on fait un référendum et on le gagne. C'est si on travaille très mal qu'on perd l'élection. Comme on a mal travaillé, il faut analyser ses erreurs, changer de stratégie et recommencer. Nos chefs pensent encore de travers quand ils nous disent que, avant de faire l'indépendance, il faut absolument remettre les finances du Québec en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire une déclaration pareille? Ça veut dire, et la population l'a très bien compris, que selon eux, l'indépendance, ça va coûter très cher et qu'il faut donc mettre beaucoup d'argent de côté pour payer les immenses dépenses qu'elle va occasionner. Ben non, l'indépendance, ça va servir à faire de l'argent, beaucoup d'argent. Et par conséquent, c'est toujours le temps de la faire, même et surtout quand les finances publiques sont en mauvais état. Parce que c'est avec les profits de l'indépendance qu'on va payer une partie de nos dettes. Quand je dis à nos chefs que l'indépendance va être forcément payante si on oblige les Canadiens anglais à nous payer des frais à chaque fois qu'ils traversent notre territoire, ils sont vraiment surpris. Et c'est sincère, ils n'ont jamais pensé à une idée pareille. Ils pensent encore tout croche quand ils nous disent, quand ils ne sont pas capables de comprendre que le problème avec les institutions anglophones au Québec, c'est pas l'anglais. L'anglais, c'est un outil très utile qui nous permet de faire de l'argent quand on va travailler à l'international. Le problème, c'est le contrôle par une petite minorité qui a intérêt à nous nuire et même à nous détruire, qui contrôle une grande partie de nos institutions et des gros salaires qui vont avec, des gros salaires qui sont payés avec des taxes et des impôts qui sont trop francophones. C'est le détournement de nos taxes et de nos impôts qui est grave, pas l'anglais. C'est faux également que le Québec, comme le disent les chefs souverainistes, est noyé dans une mer anglophone. La vérité, c'est que le Québec est isolé du reste du monde par le golfe du Saint-Laurent et par les Appalaches. Mais c'est vrai que le Québec est traversé par un corridor de passage qui va de l'Atlantique jusqu'au centre du continent le plus riche du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Le trou y est au Québec. La vallée du Saint-Laurent, elle est située entre les Laurentides qui sont au nord et les Appalaches qui sont au sud.
Alors, les Canadiens anglais n'ont pas eu le choix de construire tout leur système de communication chez nous, dans le trou, c'est-à-dire la voie maritime, la transcanadienne, le réseau de train, etc. Les Canadiens anglais sont obligés de passer sur notre territoire pour communiquer entre eux, alors que nous, on n'est pas du tout obligés de passer sur leur territoire. Du côté est, on a un accès direct à l'océan grâce au fleuve Saint-Laurent et à cause du principe de loi internationale qui s'appelle le droit de passage innocent, qui s'applique à tous les pays du monde et qui s'appliquera à un Québec souverain. Du côté sud, on a un accès direct au marché américain de la côte est grâce à la vallée du lac Champlain et de l'Hudson. Du côté ouest, on a un accès autonome au marché de l'ouest américain, étant donné qu'à partir du Québec, on peut rentrer directement sur le territoire américain et utiliser les routes qui longent la rive sud des Grands Lacs. Ce sont les Canadiens anglais qui dépendent du Québec et non pas l'inverse. De ça aussi, nos chefs n'ont pas conscience, sinon ils le diraient à la population pour la convaincre de voter oui à un référendum. Signalons que c'est seulement le Canada anglais qui est aussi dépendant du Québec. Ça fait au moins 2 siècles que les Américains ne se sentent plus menacés par le Québec, étant donné que ça fait très longtemps qu'ils ont développé leur propre réseau de communication de sens est-ouest à partir de leur immense côte atlantique. Ça a commencé en 1825 par l'ouverture du canal Erie qui leur permettait d'atteindre les Grands Lacs sans avoir à passer par le Saint-Laurent. Notons que l'État de New York a été conçu dès le départ pour inclure tous les territoires par où passait ce fameux corridor de passage. Ça commence à la pointe sud de l'État de New York, qui est située à la ville de New York, où est l'embouchure du fleuve Hudson. Ça remonte jusqu'à Albany, où là ça tourne vers l'ouest pour suivre la vallée de la Mohawk et le canal Erie jusqu'à Buffalo, qui est situé sur le lac Erie. L'État de New York est le seul État américain que les Québécois sont obligés de traverser lorsqu'ils voyagent vers le sud, notamment pour se rendre en Floride. Le désintérêt des Américains pour le fleuve Saint-Laurent a encore augmenté en 1914 avec l'ouverture du canal de Panama qui permettait de relier facilement et économiquement les deux côtes atlantiques et pacifiques des États-Unis. Pour ce qui est de la voie maritime du Saint-Laurent, ce sont les Canadiens anglais qui ont insisté dans les années 50 pour la construire. Les Québécois étaient contre, étant donné qu'ils savaient qu'on allait leur faire payer les écluses qui ensuite allaient servir à déplacer en Ontario une foule de leurs industries, ce qui est arrivé. Du côté des Américains, ils n'étaient pas très chauds à l'idée de financer ou d'aider à la construction de la voie maritime, mais ils ont changé d'avis lorsqu'ils ont compris que les Canadiens anglais étaient déterminés à la construire quand même, si nécessaire sans aide. De nos jours, l'effondrement économique de la région des Grands Lacs, qui a diminué l'importance stratégique du fleuve Saint-Laurent, a de nouveau fait augmenter l'indifférence des États-Unis pour le Saint-Laurent. C'est d'autant plus vrai que de nos jours, la voie maritime n'est pas assez profonde pour permettre à beaucoup de navires océaniques de se rendre jusqu'au Grand Lac. À ça s'ajoute le fait que l'ouverture prochaine l'été du fameux passage du Nord-Ouest va encore faciliter les communications entre les deux côtes des États-Unis, en plus de faciliter le commerce avec l'Asie. Les Canadiens anglais ont toujours pris le Québec beaucoup plus au sérieux. Leur cauchemar a toujours été de nous voir devenir indépendants et de prendre le contrôle de toutes leurs communications avec l'Est. Ils ont raison d'avoir peur, étant donné que leur politique a toujours été de nous obliger à payer avec nos taxes provinciales et fédérales toutes les infrastructures qui traversent le Québec, tout en nous empêchant d'en tirer profit. Les dépenses pour le Québec, les profits pour le Canada anglais. C'est comme ça que ça fonctionne, le Canada. En passant, plusieurs se sont plaints du fait que dans mes vidéos, je ne dis jamais qu'il existe des frais d'utilisation de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est tout à fait exact, mais pas pour le Québec. Le Québec reçoit exactement 0, parce que c'est facile de traverser le Québec à cause du fleuve Saint-Laurent. Tous les frais d'utilisation de la voie maritime vont à Ottawa, supposément parce qu'il faut financer les écluses complexes et coûteuses qui ont été construites en Ontario. Cette stratégie de détournement et de contournement du Québec profond s'est exprimée dans l'organisation physique du Québec moderne, où la grande majorité de la population vit du côté de la rive nord du Saint-Laurent, c'est-à-dire la région de Montréal, Trois-Rivières, Québec, l'Abitibi, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, etc., alors que la majeure partie des infrastructures de sens est-ouest
se situe sur la rive sud du Saint-Laurent. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 8, cette stratégie de contournement du Québec est encore utilisée de nos jours, étant donné que le gouvernement fédéral va forcer les Québécois à payer une partie de la ligne électrique sous-marine que Terre-Neuve est en train de construire pour contourner le Québec par l'est. Le problème, même le nickel qui provient de la mine Raglan dans le nord du Québec contourne le Québec et remonte le fleuve Saint-Laurent par bateau et par train pour aller se faire concentrer à Sudbury en Ontario avant de repartir et de retraverser le Québec pour se rendre en Europe. Cette stratégie de détournement a un problème majeur. C'est le fait que les lois de l'économie sont en train de mettre fin à toutes ces folies-là. Le meilleur exemple, c'est le pétrole albertain qui vient d'une province qui est complètement enclavée. Pour permettre à son pétrole d'atteindre les océans et les marchés internationaux, le gouvernement fédéral encourage les compagnies pétrolières à construire des pipelines qui vont rayonner à partir de l'Alberta pour atteindre les océans, dont celui de sens ouest-est qui va passer gratuitement à travers le Québec. La vieille politique des Canadiens anglais de garder tous les profits pour eux en nous laissant toutes les dépenses est de plus en plus risquée, étant donné que l'économie du Québec moderne se développe de plus en plus dans un sens nord-sud en direction de l'immense marché américain. Comme les Québécois ne profitent à peu près pas de tout ce qui traverse leur territoire dans un sens est-ouest, la tentation va être de plus en plus grande de mettre fin à cette situation-là en votant oui à un référendum sur la souveraineté de façon à se débarrasser de la Constitution que les Canadiens anglais leur ont imposée de force en 1982. Les riches albertains, qui présentement regardent tout le monde de haut parce qu'ils sont nés par hasard sur d'immenses gisements pétroliers, vont alors faire face à des Québécois indépendants qui eux aussi vont s'enrichir à milliards parce qu'ils vont être nés par hasard sur le seul corridor de sens est-ouest qui est disponible dans l'est du Canada. Puisqu'on parle du référendum et de la Constitution, c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a la priorité l'un sur l'autre. Est-ce que c'est la Constitution, comme le prétendent les Canadiens anglais, ou est-ce que c'est le référendum à 50% plus 1, comme le disent les souverainistes québécois? Dans tous les pays, la Constitution, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de la Cour suprême, des tribunaux, des lois, des gouvernements, de la police, de l'armée, des citoyens, des organisations, de tout. Mais d'où est-ce que ça nous vient, une Constitution? Est-ce que ça nous vient du ciel? Est-ce que ça nous a été envoyé par Dieu? Ben non. La Constitution d'un pays, c'est le contrat social que se sont donnés ses citoyens pour faire fonctionner le pays. C'est la raison pour laquelle la seule chose qui soit au-dessus d'une Constitution, c'est la volonté populaire, c'est le 50% plus 1 d'un référendum. À la minute même où Radio-Canada va annoncer la victoire du oui lors d'un référendum, la puissance du Québec va changer du tout au tout. On va passer de notre puissance actuelle, qui est celle de l'île du Prince-Édouard, qui est une province qui est 56 fois moins peuplée que le Québec, à une puissance au moins équivalente à celle de l'Ontario, qui est plus peuplée et plus riche, mais qui est complètement dépendante du Québec pour ses communications avec l'Est. Par la suite, dans les heures qui vont suivre, la puissance du Québec n'arrêtera pas d'augmenter parce que tous ses alliés du monde international vont se déclarer en sa faveur. À ce moment-là, nos dirigeants seraient bien avisés d'augmenter encore leur puissance de négociation contre le Canada anglais en prenant le leadership moral du débat, c'est-à-dire en exigeant un traité de réciprocité au Canada anglais pour le traitement offert aux minorités linguistiques et aborigènes. Au niveau continental également, la situation du Québec va être plus favorable que celle du Canada, étant donné que le peuplement du Canada anglais est de plus en plus hétérogène et complexe. C'est un véritable géant au pied d'argile. Il ne faut pas oublier que les millions d'immigrants que le Québec a perdus au cours de son histoire ont tous été s'accumuler dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Pendant très longtemps, ce flot continu d'immigrants a été favorable à l'Amérique anglo-saxonne, étant donné que les immigrants se déplaçaient d'est en ouest, c'est-à-dire qu'ils venaient s'installer dans les villes, par exemple dans le cas des États-Unis, ils venaient s'installer dans les villes de la côte atlantique, à New York par exemple, le temps de s'angliciser, alors que c'était les vieux Américains qui s'en allaient peupler l'ouest, qui étaient ensuite suivis par les immigrants anglicisés, ce qui fait que le melting pot
nord-américain fonctionnait très bien. De nos jours, ce mécanisme s'est complètement enrayé, étant donné que les immigrants ne se déplacent plus de l'est vers l'ouest. Ils viennent de tous les pays du monde et ils convergent vers les États-Unis de toutes les directions, ce qui fait qu'ils ont tendance à s'installer le plus près possible de leur pays d'origine. Autrement dit, des blocs de peuplement distincts sont en train d'apparaître en Amérique du Nord. Alors, par exemple, dans le sud-ouest des États-Unis, qui a été volé au Mexique au cours du 19e siècle, les immigrants sont de plus en plus des Latinos, et notamment des Mexicains qui habitent tout proche. Ce phénomène de reconquête est tellement important qu'en Californie, par exemple, seulement 20% des nouveau-nés sont ce que les Américains appellent des Blancs non hispaniques. Dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord, et ça comprend la Colombie-Britannique, les immigrants sont de plus en plus d'origine asiatique, étant donné que l'Asie est juste de l'autre côté de l'océan Pacifique. Dans le vieux sud américain, où habite encore une énorme proportion des Noirs américains, les immigrants viennent de plus en plus des Caraïbes. C'est particulièrement évident dans le cas de la Floride. Enfin, dans le cas du nord-est de l'Amérique du Nord, ça demeure une région de peuplement massivement européen, ce qui est tout à fait normal étant donné que l'Europe est plus proche. C'est bien sûr le nord-est de l'Amérique du Nord, qui est la grande région naturelle du Québec et de l'Ontario, qui sont reliés par le fleuve Saint-Laurent. Il ne faut pas oublier que la région du lac supérieur au Canada est un véritable désert humain entre la partie peuplée de l'Ontario et les prairies. D'un point de vue québécois, il est intéressant de comprendre comment fonctionne sa grande région naturelle, le nord-est de l'Amérique du Nord. Comme je l'ai dit ailleurs, les grandes villes de l'Est du Canada, Montréal, Ottawa et Toronto, sont installées sur un arc de cercle autour de la ville de New York, avec un léger avantage de distance pour Montréal, pour ce qui est de sa distance pour se rendre à New York. Dans le domaine des autoroutes, l'avantage du Québec est encore plus massif, étant donné que les Montréalais n'ont pas besoin de contourner le lac Ontario ou les Adirondacks, comme c'est le cas des habitants de Toronto ou d'Ottawa. Les Montréalais n'ont qu'à se rendre directement en ligne droite à New York en empruntant la vallée de l'Hudson. En réalisant leur souveraineté, les Québécois vont éliminer les détours inutiles et coûteux par Ottawa et Toronto et vont réduire la distance qui sépare leur centre de décision de ceux des États-Unis. Autrement dit, ils vont faire encore plus d'économies. Si, dans notre débat national, les Américains se sont toujours déclarés en faveur d'Ottawa, c'est parce que le Canada anglais possédait sa propre puissance en plus de posséder la nôtre. Après un vote oui à la souveraineté, tout ça va changer brusquement, étant donné que le Québec possède sur son territoire la plupart des atouts du Canada actuel. La voie maritime et les barrages de la baie James sont situés au Québec. Or, il s'agit de deux systèmes que les Américains ont déclarés être des actifs stratégiques pour eux. En plus de ça, Montréal est la seule ville canadienne à occuper une position vraiment cruciale. Le territoire québécois est également au nord et dans l'alignement de la côte est américaine, ce qui fait que si un pays décidait d'agresser les États-Unis, il lancerait ses missiles au-dessus du Québec de façon à prendre en enfilade les grandes villes de la côte est américaine. C'est-à-dire que tout missile qui raterait sa cible, New York par exemple, tomberait quand même sur des zones peuplées et tuerait des millions d'Américains. Le Québec est également un des rares territoires au monde à avoir une frontière commune avec les États-Unis, en plus d'avoir un accès facile à la frontière la plus longue du monde, qui a près de 9000 km. Les Américains savent également qu'il existe à Montréal des cellules terroristes dormantes, et ils savent qu'ils vont toujours avoir besoin de la coopération des Québécois pour les contrôler. Cette situation-là est d'autant plus grave pour les Américains qu'il existe également au Québec le territoire Mohawk d'Akwesasne, qui est à cheval sur le territoire québécois, ontarien et américain, et où se fait une immense contrebande. Les Américains craignent donc que d'éventuels terroristes passent par là pour aller les attaquer. Si la plupart des Québécois ignorent ces faits-là, Washington et le Pentagone sont tout à fait au courant. À l'exception de son pétrole, le Canada anglais n'a pas beaucoup d'atouts du même genre dans son jeu.
On peut donc être sûr qu'après un vote oui à l'indépendance, les Américains vont faire comme la Cour suprême du Canada et exiger d'Ottawa qu'il aille négocier avec le Québec de façon à maintenir la paix et la stabilité sur la frontière nord des États-Unis. Au niveau planétaire également, le Québec va être favorisé par rapport au Canada anglais, étant donné qu'il est physiquement plus proche de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Au point de vue commercial, c'est également vrai par rapport à l'Asie, étant donné que pour atteindre les marchés asiatiques, les produits ontariens doivent passer par le Québec pour ensuite aller passer par le canal de Panama. Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais la distance à vol d'oiseau entre Montréal et les grandes villes asiatiques est à peu près la même que la distance entre Toronto et les grandes villes asiatiques. Et ça, même si l'Asie est à l'ouest du Canada. Quand on regarde une carte du monde, on a l'impression que la meilleure façon de se rendre en Asie, c'est de voler vers l'ouest et de survoler l'océan Pacifique. Eh bien, ça, c'est pas toujours vrai, étant donné que la Terre est une sphère. Il faut penser en 3 dimensions ici. Par exemple, quand j'habitais à São Paulo et que je prenais un vol d'Air Canada pour me rendre à Shanghai en Chine, mon avion ne survolait jamais l'océan Pacifique. Il suivait une géodésique qui survolait les 3 Amériques, le pôle Nord et la Sibérie avant de se poser à Shanghai. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire quelques mots sur la situation géopolitique à très long terme du Québec en Amérique du Nord. Le fait que les lois de l'économie nous obligent à construire toujours plus de routes, de lignes électriques et de pipelines qui convergent vers le marché américain va avoir 2 conséquences géopolitiques importantes. La première, c'est que cette intégration économique va déboucher tôt ou tard, tant pour le Québec que pour le Canada, à une intégration politique à l'ensemble nord-américain. Ça pourrait prendre la forme d'un gouvernement supranational, continental, sous la direction de Washington. Notons que c'est déjà comme ça, étant donné que Washington prend déjà toutes sortes de décisions qui nous affectent profondément, notamment dans le domaine économique. La deuxième conséquence, c'est que si les Québécois, à cause de l'immigration, se révèlent incapables de réaliser leur libération de l'emprise du Canada anglais, ce sera les États-Unis qui vont les obliger à le faire à long terme de l'extérieur. Si les Américains ne nous ont jamais conquis par la force, c'est parce que c'était un grand pays démocratique qui avait suffisamment de problèmes à développer son Far West pour songer à venir conquérir nos arpents de neige. Malheureusement, la démocratie est une petite chose fragile qui vit longtemps et bien uniquement dans un pays très riche comme les États-Unis d'autrefois. Comme on a pu le constater en Europe pendant les années 1930, quand la pauvreté et l'anarchie s'installent dans un pays, comme ça est en train de le faire aux États-Unis, la démocratie ne tarde pas à être mise en question. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'une des seules lois historiques dont les historiens soient vraiment certains, c'est qu'à l'anarchie succède toujours la dictature. Toujours. Quand je dis aux gens que les États-Unis vont tôt ou tard finir par avoir une dictature, les gens me disent « Ah ben tu connais pas les Américains, jamais ils vont accepter qu'on leur enlève leurs droits et libertés. » Eh bien justement, le peuple américain qui a créé la Constitution américaine est en train de disparaître. Aux États-Unis, plus de la moitié des nouveau-nés ne sont pas des Blancs non-hispaniques. Et après, la dégringolade se poursuit. Ça tombe à 40%, 30%, 20%. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps, mais tôt ou tard, une dictature va prendre le contrôle des États-Unis. Comme le Canada et le Québec sont tellement isolés que personne ne va être capable de venir à leur secours, on peut être assuré qu'un des premiers gestes de ce premier dictateur américain va être d'envahir le Canada et le Québec dans le but de s'approprier de ses matières premières, notamment de son pétrole. Quand ça va arriver, les Québécois auraient intérêt à collaborer avec les Américains, surtout s'ils n'ont pas encore réussi à réaliser leur indépendance. Parce que les deux peuples ont tous les deux intérêt à développer l'axe nord-sud, alors que le Canada anglais, lui, a intérêt à maintenir vivant l'axe est-ouest. Autrement dit, les Américains vont avoir intérêt à démanteler le Canada fédéral et à laisser mourir sa capitale artificielle, Ottawa.
Pour les Québécois, ça va être avantageux, étant donné qu'Ottawa a toujours fait une concurrence économique à Montréal, au niveau de l'ouest des basses-terres du Saint-Laurent. Comme les Américains n'auront toujours pas envie d'aller s'installer en masse dans un pays froid comme le Québec, on peut s'attendre à ce qu'ils en confient l'administration à ceux qui vont les avoir aidés, c'est-à-dire à des Québécois. Comme de plus, ils vont vouloir organiser leur conquête de la façon la plus rentable possible, on peut s'attendre à ce qu'ils respectent, comme tous les bâtisseurs d'empire d'autrefois, à ce qu'ils respectent les frontières naturelles d'un pays naturel comme le Québec. Ça pourrait même vouloir dire que le Québec gagnerait du territoire. Notons que toute l'Amérique du Nord aurait intérêt à être réorganisée d'une façon plus rationnelle et économique, étant donné que si on fait exception de l'île du Prince-Édouard et d'Hawaï, qui sont des îles, toutes les provinces canadiennes et tous les États américains comportent au moins une frontière parfaitement rectiligne et donc artificielle. On le voit dans le cas du Québec. Aussi bien l'histoire que la géographie coulent désormais dans la même direction. Les deux nous assurent qu'à très long terme, le Québec finira par être débarrassé du parasitisme du Canada anglais. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer cette vidéo librement autour de vous. Je vous salue.